Voilà, donc Père Germain, là tu es notre diacre depuis bientôt 40 ans. Oui, dans un mois. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh bien écoute, comme tu l'as dit, je suis donc maintenant protodiacre. Effectivement, j'ai été ordonné en 1980, le 14 décembre, par Monseigneur Anthony de Genève. Ça va faire donc 40 ans que je célèbre dans cette église. Et mes parents je suis né évidemment de mes parents, qui étaient des membres de cette paroisse déjà avant ma naissance. Je suis né en 1947, c'est-à-dire après la guerre. Mes parents ont été des contemporains de la construction de notre église de la rue Sainte-Geneviève, et même ils ont connu évidemment l'église de la rue Baraban. Mon père était fier de se dire le dernier Streit, c'est-à-dire constructeur de l'église, parce qu'il y avait une espèce de club des personnes qui avaient droit, un peu comme les compagnons de la libération, il y avait les membres constructeurs, les Streiti di Crava. Donc il était le dernier parmi les vivants. Et il était encore relativement jeune, enfin relativement jeune, il avait plus de 20 ans, mais il était donc membre de ceci, et donc évidemment je garde un certain nombre de souvenirs de ce qu'il nous racontait de cette période très extraordinaire que l'on a pu vivre, presque unique. Hein. Et puis bon, après j'ai mes souvenirs à moi personnels. Voilà. Georges, quelques mots? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis né également en 1947, comme protodiacre Germain, on est la même année. Par contre, à la différence près que mes parents sont arrivés à Lyon, donc à peu près en 1946, c'était l'année où l'église a été ouverte au culte, donc je n'ai pas de souvenir par rapport à mes parents qui n'ont pas pu me raconter avoir vu l'église en construction, hein, puisqu'ils n'étaient pas sur Lyon. Sinon, donc, j'ai des souvenirs personnels, donc à peu près à partir de l'âge de 5 ans. Je me souviens de pas mal de choses en étant enfant. Voilà, le séjour de notre ancien archevêque, donc, qui était Père Antoine, qui a peint magnifiquement donc, le nouvel iconostase. Je me souviens également de l'ancien iconostase. Voilà, c'est des choses qui me reviennent. Sinon, donc ensuite, j'ai été enfant de chœur. Je suis rapidement passé à la chorale, où j'ai chanté pendant de très très longues années, dirigé par mon oncle, M. Michine, qui lui-même était le fils du premier prêtre arrivé à Lyon. Et ensuite, une petite période où je dirigeais tant bien que mal moi-même. Et pour finir, donc, je suis, après avoir été trésorier de l'association, j'en suis le président aujourd'hui, le starost. Donc voilà à peu près mon parcours au sein de l'Église. Super. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous raconter les origines de la simplement, paroisse? est-ce qu'il faut qu'on ait des dates sous les yeux ou des choses comme ça? Non. Parce que bon, on n'a pas toujours le souvenir de... Pas forcément, non, dans les grandes lignes, on n'a pas besoin. C'est pas une chronologie non plus. Oui, ben alors donc la paroisse, elle est née. Oui, il faut commencer par le début, effectivement. Cette église, elle est l'église de l'émigration russe blanche. Hein. Elle est liée à un moment historique de la Russie, lorsque les Russes sont sortis de Russie. C'était en 1920, la fin, il y a 100 ans maintenant, justement. Ils sont dispersés un petit peu à travers le monde et un grand nombre sont arrivés en France. Pourquoi? Parce que la Russie et la France étaient alliés pendant la Grande Guerre. Lyon n'était peut-être pas un endroit privilégié. Beaucoup sont allés à Paris, d'autres sont allés sur les Côtes d'Azur. Lyon était une ville qui aujourd'hui est très belle. Hein. Je suis très, très fier et très patriote de ma ville, moi. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'avant la guerre, c'était une ville. D'ailleurs, ce que disent les livres soviétiques disaient à l'époque Pромышленный город. C'était une ville industrielle, c'était gris, c'était industriel. On a eu le plan Lumière grâce à Michel Noir, on a eu d'autres choses. Enfin, la ville est très belle maintenant, elle est surtout très riche par son histoire. Je me souviens quand j'étais encore tout à fait gamin, tu t'en souviens sans doute aussi, Georges, on a
célébrer le bimillénaire de Lyon. Ouais. Le bimillénaire, 2000 ans de Lyon, c'était dans les années 50. C'est quand même quelque chose. Alors bon, on n'est pas là pour faire de l'archéologie ni de Lyon, mais enfin, c'est une ville qui est très riche. Et donc, un certain nombre de Russes sont arrivés ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait sans doute un bassin d'emploi. Et ce que font les Russes, toujours, quand ils arrivent quelque part, eh bien, ils construisent des églises. Ça s'est vérifié depuis des siècles, et là, après le cataclysme révolutionnaire, ça s'est véritablement arrivé vite, où que soit arrivé, où ils sont arrivés, ils ont construit. On trouve rapidement sur toute la France, dans des lieux où il y a des grandes usines. J'ai ma grand-mère maternelle et son mari sont arrivés au Creusot, c'est Schneider. Mon père s'était retrouvé à Infy, c'est près de Nevers également, c'est des usines métallurgiques. Donc, mes beaux-parents, par exemple, ils sont en Lorraine. Pareil, ce sont les hauts fourneaux. Il y a des églises russes, il y a des Russes, plus tellement maintenant peut-être, mais il y a eu une époque, effectivement, il y avait des paroisses un petit peu partout, où il y avait beaucoup de Russes, effectivement. Un des grands employeurs là, dans la région lyonnaise, c'était la soie. La soie, oui, effectivement. Oui. Que l'on trouve encore, c'est à Dessines, sur Dessines. La soie, qui a beaucoup employé. D'ailleurs, en face de cette usine de la soie, il y a tout un immeuble qui était en fait occupé que par des Russes. À l'époque, c'était très paternaliste. Les employeurs logeaient en même temps leurs ouvriers. Et je crois que l'on peut le dire, les employeurs étaient très, très contents de leurs employés russes. Parce que c'était des personnes d'une certaine qualité dans lesquelles on peut toujours avoir pleinement confiance. Et donc, la question s'est posée de la construction d'une église. C'est pas de la construction d'abord, hein, d'une paroisse. Et là, peut-être tu racontes sur Édouard Herriot, qui a... Oui, disons qu'avant même, c'était l'arrivée quand même d'un premier prêtre, il faut Bien sûr. Voilà, donc, qui était à Constantinople, je crois, il me semble, voilà. Oui, et qui a été donc dépêché par les autorités religieuses, qui a été dépêché de venir sur Lyon. Alors il y a quelques petits mystères encore, on ne sait pas, est-ce qu'il est venu directement à Lyon, est-ce qu'il est venu directement à Pont-de-Chéruy, comme certains le disent, mais bon, on est à peu près d'accord sur les dates. Il est arrivé avec sa famille, C'est ton grand-oncle. C'est mon grand-oncle, effectivement, oui. Il faut les rentrer Michine. Voilà, Michine, donc par alliance. Donc ils sont arrivés ou à Lyon ou à Pont-de-Chéruy, mais très rapidement, ce qui est sûr, ils sont restés à Lyon. Là, il y a toute une période, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais il y a eu quand même la création d'une première paroisse. C'est vraiment la paroisse initiale, celle du Pakrov, de la protection de la Sainte Vierge, qui était rue de la Poulaillerie, à Lyon 2e. Les bâtiments existent toujours, puisque ce sont des bâtiments qui sont classés. Il y a un musée actuellement. Musée de l'imprimerie. Oui, musée de l'imprimerie, exact. Voilà. Et donc cette église a duré assez longtemps. Moi, je me souviens très bien de cette église qui n'était plus sous notre juridiction, mais où Père André a officié. Donc on a retrouvé une ou deux photos où on le voit donc, dans cette église. Par la suite, effectivement, on arrive à une période donc, un petit peu troublée, puisque à plusieurs reprises, il y a eu des petits et grands schismes. Donc, là, c'était un assez grand schisme, puisqu'il dure jusqu'à aujourd'hui. Oui, effectivement, voilà. C'était l'évêque dirigeant de l'époque qui était nommé par l'autorité ecclésiale suprême, le synode de l'Église aux frontières, c'était le métropolite Yevrogi Eloge, qui avait sa résidence dans la célèbre rue d'Aru à Paris. Et en 1926, il a, pour des raisons dans lesquelles on ne va peut-être pas rentrer ici aujourd'hui, rompu avec le synode. Et donc les fidèles, la paroisse est évidemment sous son autorité, puisqu'elle était sur son territoire, mais la question s'est posée pour les fidèles de savoir qu'est-ce que l'on fait. Est-ce que l'on reste avec l'évêque du lieu, ou est-ce que l'on reste fidèle à l'église à Rue sans frontières? Donc une partie des fidèles décidait de rompre avec, ne pas suivre donc
Monseigneur Loge, Livrog, et ils ont créé une paroisse parallèle, si je puis dire, qui au début d'ailleurs devait être consacrée à Saint-Irénée, du fait de Saint-Irénée de Lyon, mais très rapidement le choix s'est porté sur Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, enfin, d'après ce que j'ai toujours entendu dire, en souvenir, en mémoire du tsar martyr Nicolas. Et donc ça, c'était en 1928. Mais là, tu connais peut-être mieux, enfin tu as peut-être plus les dates. Enfin, il y a eu une fondation, il y a eu une déclaration en préfecture de paroisse. Disons qu'en même temps, à ce moment-là, on a eu aussi l'arrivée de notre prêtre fondateur de l'église actuelle, donc Saint-Nicolas, qui, pareil, donc est arrivé à Lyon et qui était un homme actif, disons, et qui a donc, dans un premier temps, donc, a desservi donc, les paroissiens dans des lieux divers, parce qu'il n'y avait pas d'endroit attribué à cela. Donc c'était dans des salles dans l'Est lyonnais. Et puis, ils ont eu un terrain sur lequel était bâtie donc, une ancienne menuiserie, c'est rue Baraban. Donc c'était un bâtiment en bois et que les Russes ont pu louer. Et donc pendant un certain temps, les offices se sont faits très bien d'ailleurs à cet endroit-là. Donc rue Baraban, c'était connu. Donc c'était une petite église en fait, voilà, pour les orthodoxes russes. Elle était grande, hein. Je pense qu'elle était en superficie, elle était plus grande que l'actuelle. Je crois que c'était une assez grande baraque. Oui. J'ai jamais vu de photos, donc je suis passé à des photos. On disait qu'elle était très grande. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que la communauté aussi était très importante à l'époque. Oui, bien sûr, il y avait plus qu'aujourd'hui. Oui, il y avait beaucoup de monde. Et donc, l'association a été créée à peu près à la même époque. Donc, association. C'est en 28, c'est ça. Saint-Nicolas. Donc, on a encore le journal officiel, donc l'extrait. Et malheureusement, cette église a brûlé. Donc on ne sait pas trop dans quelles conditions. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était des... Voilà. C'est-à-dire qu'on sait que le père Victor, qui était donc, comme tu l'as dit, un homme très énergique, très visible en plus, puisqu'il était grand, il était beau, il avait une grande barbe de prophète, toujours avec ses bottes de cosaque, c'est un cosaque du Don, et un ancien aumônier de l'armée impériale russe. D'ailleurs, je profite toujours de l'occasion pour le rappeler, parce que c'est quand même, ça mérite d'être dit, c'était un authentique héros. Il avait été décoré par la très célèbre et très recherchée croix de Saint-Georges, qu'il portait non pas la croix, mais c'était sa croix pectorale, il la portait sur la bande orange et noire de Saint-Georges. Donc c'était un chevalier de l'ordre de Saint-Georges. Et évidemment, c'était 1937. Politiquement, en France, vous savez que c'était la période où le Front populaire était au pouvoir, c'est-à-dire la gauche, une gauche assez revendicatrice qui était au pouvoir. Il ne faisait pas bon être russe blanc à cette époque-là, ici. Et ce que je sais, ce que me disaient mes parents, ce qui me reste du souvenir des parents, c'est que le père Victor recevait des lettres de menaces, notamment on disait on te rasera ta barbe, ceci, cela, et puis un beau jour, c'était en juin, le 12 juin je crois, 37, et il arrive sur l'emplacement rue Baraban et l'église totalement brûlée. Alors il n'y a pas eu, comme dit Georges, on ne sait pas, on ne peut pas affirmer, mais le peu d'empressement que les autorités, que la police a mis à rechercher les coupables, et puis là-dessus, le début de la guerre, et donc c'était trop tard, plus personne n'en a parlé. Voilà. C'est passé par pertes et profits. Donc effectivement, après cette date-là, les offices donc, ont repris certainement dans des fonds de salle, dans des lieux, dans des appartements, donc c'était compliqué en fait. Voilà. Et Père Victor, il a pris une décision très forte à ce moment-là. Il y avait quand même pas mal de Russes encore à l'époque. C'est qu'il fallait absolument construire une église en dur, une vraie église orthodoxe, voilà, qui pourrait résister au temps. Et donc, il a fallu trouver un terrain.
Donc ça a été, je pense, assez long. On a eu des aides grâce à des personnes formidables, donc ce monsieur Roche, qui a beaucoup aidé. Un très grand ami de la paroisse. Oui. C'est peut-être un mot sur Jules Roche. Oui, ce sont de ces Français qui, à la fin du siècle, enfin, du 19e, enfin du 19e siècle, ces industriels qui sont allés en Russie pour faire fortune. Et c'est un monsieur très très bien connu, c'était un très grand ami de la famille, lui, son épouse, Vera Pan. Lui, c'était Yuli Ivanch. D'ailleurs, tu vois, c'était un Français 100%, mais c'était Yuli Ivanovitch. Hein, c'était Jules, fils de Ivan, fils de Jean. Et qui s'était totalement russifié. Mais donc, lorsque la première guerre a commencé, en tant que Français, il a été appelé sous les drapeaux, donc il est rentré de Russie en France, il a fait son service militaire, enfin il a fait la guerre, c'est pas son service militaire, enfin il a servi sous les drapeaux, et ensuite, donc, mais il est resté tout à fait proche de la communauté, il se sentait russe à 100%, son épouse d'ailleurs était russe, et c'était totalement russifié, mais il avait gardé quand même une certaine assise. C'était un peu un VIP aussi, hein, c'était des soyeux, je crois aussi, les Roches. Et donc c'est lui qui nous a trouvé ce terrain qui appartient toujours aux Hospices civils de Lyon, pour lesquels nous devons chaque année payer une location. Il faut dire que tout le quartier, en fait, les bâtiments qu'il y a dans ce rayon, à la limite de Lyon, même de Villeurbanne certainement, appartenaient en grande partie au HCL, aux Hospices civils de Lyon. Donc souvent c'était des dons qu'ils avaient reçus, des héritages, mais bref, ces terrains appartiennent toujours au HCL. Nous sommes propriétaires de l'église, mais pas du terrain. De même que les immeubles qui côtoient notre église sont dans la même situation. Ils ne veulent pas vendre ces terrains. Des appartements, mais pas du terrain. Mais donc il y a un bail ad vitam aeternam, mais on n'est pas sur notre terrain. Par contre, notre église, effectivement, nous appartient. Donc chaque année, on paye un loyer qui, malgré tout, n'est certainement pas le même que ceux des immeubles voisins. Donc ils tiennent compte quand même que nous ne sommes qu'une association. Donc voilà. Mais d'ailleurs, nous avons un contrat, un bail de 100 ans, c'est ça. Oui, voilà. Donc il faut y réfléchir, je pense, à cette question, non? Ils vont nous le rappeler sûrement, en disant qu'il faut le renouveler, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on parte, il n'y a pas de raison. Donc, voilà, en ayant eu ce terrain, donc ils ont commencé, je pense, à faire des études. Donc un architecte qui a fait des plans pour cette église, il a fallu ramasser de l'argent. Ça a été un travail immense parce qu'il fallait ratisser large à toutes les paroisses de France et d'ailleurs. L'architecte était un membre de la communauté. Voilà. M. Bazdaref. Monsieur Bazdaref, voilà. M. Bazdaref qui a fait les plans. On n'a pas les plans sous les yeux, mais on a quelques croquis qui certainement sont de sa main. Et donc, les travaux ont dû commencer après avoir eu le terrain 2-3 ans après. Voilà. La pose de la première pierre, c'est en 38, hein, c'est à la veille de la... Voilà, exactement. En juin 38 ou en mai 38. Voilà. En mai 30. Et donc là, une armée de Russes se sont mobilisés pour travailler constamment, tous les jours, ce qu'ils pouvaient, les week-ends, pour faire les fondations, pour monter les murs. Un travail immense. Les dames venaient pour préparer les repas pour les gens qui travaillaient. C'est vrai que c'était une période pauvre. Hein, et après, il y a eu ça, la cantine. Oui, la cantine. C'était à droite, à l'entrée de l'église, là à droite, là où on avait fait pour Noël dernier, c'est le vin chaud. Je crois qu'il y avait là une baraque qui s'appelait la cantine. Et c'est là que, effectivement, comme tu dis, les jeunes, et ça, ma maman me le rappelle, partaient en vélo dans les villages, enfin les villages, dans les banlieues, aux alentours, et ramenaient qui un chou, qui quelques pommes de terre, et là, d'autres personnes prenaient le relais, faisaient les repas, nourrissaient les travailleurs, et le père Victor était le chef de chantier. Ça, il a toujours il était le patron. Oui, il était là, il gâchait le béton, voilà, il encourageait ses troupes, quoi. Voilà, donc il y a eu quelques interventions de professionnels, certainement.
Je suppose que la coupole, le bulbe, a dû être fait par un professionnel parce que c'est un travail d'art bien particulier. Il y a certainement eu de la charpente qui a peut-être été fait par également, qui ont été commandés à des professionnels. Mais on peut dire que la majeure partie de l'église a été vraiment réalisée par les mains des Et comme là aussi, si tu permets, je le dis souvent, il faut savoir que cette émigration russe, il y avait un caractère un petit peu particulier. Ce n'est pas comme les immigrés d'aujourd'hui, qui effectivement sont peut-être plus proches du travail manuel. C'était des gens qui n'étaient pas en général versés, et qui n'étaient pas professionnellement des hommes du bâtiment. Et néanmoins, ils ont fait ce travail, ils n'ont pas rechigné à le faire. Et c'est véritablement ce que l'on peut appeler, par analogie à ce que l'on dit en France, c'est une église votive. Elle a été voulue et faite par les paroissiens eux-mêmes. Et je pense qu'on peut le dire, on ne le dit peut-être pas suffisamment, c'est presque un exemple unique, parce que si tu réfléchis, que ce soit dans les autres frontières ou dans les autres juridictions, il n'y a pas beaucoup d'églises qui, à cette époque-là, ont été construites. C'était en France, j'entends. Hein. Maintenant, bon, les moyens sont différents, les techniques et autres, l'argent, les gens sont plus établis, on peut construire, d'accord. Mais à l'époque, ce genre d'initiative était véritablement quelque chose de grandiose. On a vu beaucoup d'églises russes de ci, de là, justement, dans différentes villes, qui n'ont pas été construites. Ce sont des garages qui ont été transformés. Monsieur Marie-Anne Ilvange, c'est un garage, on a abattu les cloisons entre les boxes, et c'est une petite église. Il y a d'autres endroits comme ça, il y en a même assez nombreux, où ce sont des bâtiments de ce type garages, qui ont été transformés en églises, qui fonctionnent toujours d'ailleurs. Voilà. Mais pour des vraies églises comme chez nous, non, c'est très rare. Très très rare. C'est presque. D'ailleurs, je ne vois pas d'exemple en France. Non, je n'en vois pas. Je vois l'église qui a été construite, mais c'est beaucoup plus récent, au Luxembourg. Oui, mais ça, c'est différent. C'est différent, oui, c'est l'œuvre d'un homme, quoi, voilà. C'est l'œuvre d'un homme qui est très dévoué, d'ailleurs, qui nous a aidés aussi. Oui, il nous a beaucoup aidés. Il nous a beaucoup aidé, le Père Serge. Mais c'est pas pareil, c'était des techniques également de construction qui étaient tout à fait différentes, mais là, c'était un mouvement de toute la paroisse. C'est pourquoi cette paroisse nous est tellement chère et que on tient à ce que cette mémoire perdure. Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, ils savaient ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, et on ne peut pas le galvauder, ceci. Alors on peut rappeler que sur le terrain, malgré tout, il y avait un petit bâtiment, une bicoque, on ne peut pas dire mieux, qui avait, donc c'était fait en pisé, avec un rez-de-chaussée, avec une grande pièce, puis une autre attenant dans le même prolongement. Sanitaire, voilà. sous-sol, sans rien. Et puis un étage. Voilà. Alors ce local en rez-de-chaussée a dû, je pense, être utilisé pour faire les offices. Ah oui, pour faire des offices. D'ailleurs, je me souviens, il y a eu des travaux quand j'étais gamin à l'église, et donc tout le monde a déménagé au rez-de-chaussée de ce petit bâtiment pour avoir pour les offices, voilà. Et le prêtre habitait à l'étage, donc un étage vertigineux parce que l'échelle, c'était l'échelle métallique était toujours pas sûr. Comme tu sais, il était grand, puis après il était de plus en plus vieux, et que le voir descendre, mais c'était véritablement une échelle qui était comme ça. Une échelle de meunier, comme on dit. Une échelle de meunier métallique. Si jamais il avait glissé, il se serait rompu le cou. Et les toilettes étaient dans l'emplacement actuel du presbytère, donc il fallait traverser tout. Toilette, voilà, donc à partir de là, donc, nos véritables souvenirs vont apparaître au fur et à mesure. Bien sûr, on a été baptisés par Père Victor, tous les deux, je pense, la même année. Bon, les premiers souvenirs, personnellement, effectivement, c'est l'ancien, je me souviens de l'ancien les portes royales, l'ancien iconostas, pardon. Voilà, ça j'en ai un léger souvenir, donc, qui a été confirmé par des photos que j'ai vues. C'est ça, on ne sait plus exactement où est le vrai. Voilà, deux fois tu dis je l'ai vu, mais non, mais je suis sûr de l'avoir vu. Voilà. Donc,
je me souviens bien donc de Monseigneur Antoine, à l'époque il était Père Antoine, qui était un véritable artiste. Hein. Il a peint des icônes magnifiques pour l'iconostase. Et comme nous habitions juste à côté, mes parents habitaient donc sur Villeurbanne, à quelques pas. Et donc de temps en temps, ils venaient nous rendre visite à la maison. Ça j'ai un bon souvenir de cela. Donc j'étais vraiment petit, j'avais 5 ans. Voilà, ça c'est mes premiers souvenirs. L'église telle qu'elle était au début, effectivement, extérieurement c'est la même. Les abords, bon, le terrain était plus petit parce qu'il n'y avait pas le presbytère, hein, donc simplement le mur continuait tout droit. Il y avait cette bicoque au fond, qui était semi-enterrée d'ailleurs. Hein. Il y avait les garages à côté, donc qui ne venaient pas à cette espèce de... Voilà. Et de part et d'autre donc, de l'église, à gauche et à droite, donc c'était en fait des ateliers, il y avait un ferrailleur à droite qui habitait avec un petit appartement en haut, à gauche pareil, je pense qu'il y avait de la ferraille dans sa cour derrière, et c'était un petit quartier bon, tranquille, hein. Il y avait des petites fabriques. Donc, juste en face de l'église, à l'entrée, il y avait une fabrique avec ses toits en chède, là, et puis on entendait de temps en temps tourner des moteurs. On aurait dit une imprimerie, mais je ne sais pas ce qu'il y avait. Voilà. Et puis ailleurs, tout le quartier, côté Villeurbanne, pareil, c'était des petites maisons ou des petits immeubles à l'ancienne. Voilà, donc, et puis des fabriques, des garages, des choses comme ça. Voilà. C'était vraiment une banlieue. Alors, tu as parlé du père Antoine et du père Antoine. Oui. Moi aussi, je me souviens très bien de lui, parce que quand il est arrivé en 50, il est resté de 50 à 53, donc il a été nommé officiellement par le synode pour peindre l'iconostase, puisqu'il était iconographe. Et il habitait chez mes grands-parents, rue Monchat, pas rue Monchat, à Monchat, rue Bonnefond, au 3e niveau, c'était dans les chambres de bonne, donc il y avait 2 chambres là-bas, et il habitait là-bas, et donc tous les jeudis, avec mon frère, nous allions donc chez les grands-parents, et on avait vraiment une grande intimité avec lui. Pour moi, c'était comme un grand-père, c'était un membre de la famille, véritablement. Outre le fait que c'était une personne, un évêque extraordinaire, enfin, de ces personnes, quoi. Malheureusement qui n'existe plus, quoi. C'était un autre monde réellement. Et donc je me souviens là très bien enfin j'y vois des cantons, Monseigneur Anthony, mais enfin à l'époque il était archimandrite, jeune, et on venait, et je me souviens notamment de la croix de la table des défunts, tu vois, la grande croix. Oui. Je me souviens quand il la faisait, et qu'il faisait l'auréole de la tête. Ah, oui. C'est quelque chose qui m'est resté. Alors un détail peut-être un petit peu stupide, le pauvre, donc il peignait là-bas en haut ces icônes, et avec mon frère on montait donc au 3e étage là-bas, et puis quand on était en haut, il nous faisait des petits avions en papier, et sur les ailes il mettait blanc, bleu, rouge, parce que c'était bien des avions russes, il le jetait par la fenêtre, et nous descendions en courant l'escalier, on allait récupérer le papier, et on le ramenait. Pendant ce temps, le pauvre il continuait à peindre ses icônes. C'est bien aussi comme on lui apprenait sur la rue Bonnefond, qui était totalement déserte à l'époque, on apprenait à faire du vélo, mais ça on n'a jamais réussi. On ramassait des escargots dans le jardin de la villa des grands-parents, on ramassait des escargots, ça c'est le souvenir qui me reste. Alors, ça n'a pas trait à l'église, mais enfin... Oui, à la vie du quartier aussi, c'est important. C'était un quartier simple, qui a beaucoup changé au moment où la Part-Dieu s'est transformée, la gare de la Part-Dieu, donc là ça a changé complètement. Mais à l'époque, effectivement, on a des photos où on voit qu'il n'y a pas de stationnement dans la rue, il y a une voiture, c'est celui de M. Tsebenko qui était taxi, donc c'était la seule voiture qui stationnait devant l'église, alors qu'aujourd'hui on a parfois du mal à se garer. L'église, effectivement, elle n'a pas tellement changé, si quand même, puisqu'on se chauffait avec un grand poêle à charbon, qui est devenu ensuite un poêle à mazout, qu'il fallait alimenter, donc c'était moins propre, bien sûr. Par terre, on n'avait pas de parquet. C'était un tapis en cordage tressé, comme ça. Alors, quand les gamins, on était en short, il fallait se mettre à genoux. C'était un peu douloureux des fois. Voilà. Sinon, il y avait une belle chorale à l'époque, déjà. Je pense qu'avant même que mon oncle dirige, il y
il y avait un autre chef de chœur que mon oncle il en parlait toujours, j'ai oublié son nom, et c'était l'habitude de chanter des grands airs, disons de compositeurs. De compositeurs, donc il fallait une chorale quand même assez nombreuse, il fallait des voix. Voilà, il y avait encore à l'époque beaucoup de Russes de l'émigration qui étaient là, qui chantaient. Donc, il faut nommer quand même M. Armache, qui était véritablement une des grandes voix de notre chorale. Oui, bien sûr. Armache qui était donc aussi un ancien officier de blanc, qui était sorti par, je crois qu'il était à Lemnos ou à Gallipoli, je crois que c'était à Lemnos qu'il était. Et il faisait partie déjà d'un chœur là-bas, donc réputé, enfin, des chœurs qui ensuite sont fondus en chœur de Serge Jaroff, qui ont eu une réputation internationale. C'était une très belle voix. Oui, il avait une très belle voix. Baryton. On aimait bien l'écouter. Et puis il y avait Madame Svichers qui avait ici, qui était une très belle voix aussi. Et ensuite Katia Kalinchenko. Oui. Moi, je ne me souviens pas d'elle. Mais elle avait une belle voix. Puis, bon, elle était quand même sortie du conservatoire. Elle les avait tous. Et plus tard, mon oncle, donc, qui est le fils de père André, qui est donc le premier prêtre sur la région, qui, donc, déjà en tant que fils de prêtre, connaissait bien le déroulement de tous les offices. Et donc, il n'avait pas de difficulté de ce côté-là. En plus, il est pareil, il est passé par le conservatoire de musique, donc, et il dirigeait également à la manière dont dirigeait son prédécesseur. Voilà, il fallait peut-être à la fin avec moins de voix. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai toujours en mémoire des chants, mais qu'on ne peut plus chanter parce qu'il faut du monde, il faut des voix. Voilà. Par exemple, ce qu'on chante jusqu'à aujourd'hui, et remarquablement d'ailleurs, pour Pâques, c'est pas dans toutes les paroisses qu'on chante, hein. C'est vraiment... Oui, tout à fait. Oui. Là, on connaît par cœur tous ces chants. Mais effectivement, lorsque j'en avais parlé à Germain quand il a pris la chorale, je lui ai dit, écoute, on n'a pas les moyens de chanter comme avant. Il faudrait que ça soit un peu plus humble au point de vue chant, avec moins de monde, mais qu'on arrive à faire quelque chose de très beau. C'est le cas aujourd'hui. Moi, je reconnais qu'on chante très très bien, mais avec des œuvres moins grandioses. Voilà, on n'est pas à l'opéra, on est quand même dans une église. Voilà. Donc voilà, c'est mes souvenirs en tant que gamin. Effectivement, je me souviens du Starost, le papa de Michel Proskourov, voilà, qui était... Pantélémon. Voilà. Le prénom Pantélémon, tu vois, c'est pas je pense qu'en français, c'était un ingénieur, donc c'était un monsieur qui avait beaucoup d'allure. Il avait une allure, il était tracé. Il était beau cet homme, incroyablement, vraiment. Et alors, il était inventeur, il avait inventé, tu sais, les lignes jaunes, c'est pas ça? Je ne sais pas, franchement. Je crois qu'il avait un processus, les lignes jaunes enfin maintenant elles sont blanches, hein, sur les chaussées. Oui, sur les chaussées. Un système, je sais pas, il y a quelque chose, il faudrait demander à Michel, il y a quelque chose, son histoire est liée à ces lignes jaunes. Enfin, il était ingénieur, donc chercheur un petit peu, voilà, il était notre starosta. Et ensuite, donc ça a été les Tsibenko, monsieur puis madame. Oui, d'abord monsieur, ensuite madame Tsibenko, voilà. Après le décès de monsieur Tsibenko, voilà. Et après, ça a été... Après, on arrive ça a été Anne. Anne, qui est resté pendant une trentaine, 25 ans, 27 ans. Presque 30 ans, oui. Presque 30 ans, oui. Du début. 27, oui, j'avais compté un jour, ça doit être 27, 28 ans. Oui, je crois. Oui. Et maintenant, depuis donc, 18 mois, donc c'est quoi. Après, on fait 35, 40 ans de trésorerie. Donc bien des choses ont changé, effectivement, depuis. Là, on a déjà la mémoire des lieux, on a la mémoire des événements. Donc c'est vrai qu'à 5 ans, bon, c'était assez limité. À 5 ans... J'ai quelques flashs qui me restent. Je ne sais pas pourquoi, ce sont des souvenirs de gosse, donc c'est pas sérieux. Je me souviens de Père Victor, c'était donc pendant l'hymne des chérubins. Je n'ai pas eu tout conscience, c'était l'hymne des chérubins, et je le voyais qui était comme ça, de dos, et j'appelais ça, qui faisait l'aigle, Ariol. C'est vrai qu'il était très beau, hein, il était majestueux, il avait une belle allure, il était comme ça, et moi ça m'impressionnait beaucoup. Cette image qui me reste de le fils.
pas beaucoup d'autres souvenirs de filles, si ce n'est le catéchisme, oui, qu'il nous faisait donc dans la petite salle justement en bas, dans la petite salle en bas de cette bicoque. Voilà, le catéchisme, on se réunissait là-bas. Voilà, c'est des souvenirs assez limités. Je me souviens de ça, de ses funérailles. Je me souviens de ses funérailles en 60, donc lorsqu'il est décédé, c'est Saint Jean Maximovitch, donc, qui était venu de Paris. C'était la seule fois où je l'ai vu, personnellement. La seule fois où je l'ai vu. C'est bien, il y avait du monde qui était venu. Il y avait le père Vlasios à l'époque, ensuite il est devenu évêque de l'église grecque, donc officielle, qui était venu, je me souviens. On a eu ce beau moine qui était là, et puis beaucoup de prêtres, évidemment. Alors un détail aussi, peut-être pendant ces funérailles, que mon père m'a transmise. Le père Victor est enterré au cimetière nouveau de Cusset, l'allée 19, comme je dis, donc pour que les gens n'oublient pas de temps en temps d'aller le voir, d'aller voir sa tombe, allée 19, dans le cimetière de Cusset. Et donc après le fils, Vladeka monte dans le catafalque avec le corps, et c'est mon papa qui l'a aidé à monter. Et il l'a aidé, puis il l'a pris un petit peu par le corps, comme ça, et il dit qu'il a senti des chaînes sur son corps, sous ses habits, de Monseigneur Jean. Oui, il se mortifiait. Il se mortifiait, oui, mais enfin ça c'est l'histoire de Saint Jean, maintenant elle est bien connue, mais à l'époque c'était un petit peu surprenant. Voilà, il avait senti ces chaînes qui entouraient son corps. Voilà. Ouais. Bah, sinon après, moi personnellement, c'est vers l'âge de 10 ans, donc j'étais enfant de chœur. Donc il y avait moi, il y avait Michel Proskorov aussi, est arrivé à peu près à ce Nous, on moment. est arrivé plus tard avec Nikita, bien plus tard. Ouais. Mais il y avait aussi des personnes âgées qui faisaient Monsieur Stoll, père. Oui. Mais avant lui, c'était Nicolas, le papa de Ariadne Nikolaï. Oui, bien sûr, oui. Voilà, donc Orlovski. Nicolas Orlovski, voilà, qui est enterré d'ailleurs avec sa fille au cimetière de la Croix-Rousse, donc cimetière ancien. Voilà. Et c'est avec lui, moi je ne connaissais rien du tout. Alors, et Madame Orlovski, enfin Mademoiselle, oui. qui était notre prasfirnitsa, c'était elle qui faisait les prosphores. Oui, elle lisait les heures au début, avant les offices du dimanche. C'était des gens omniprésents à l'église, dévoués jusqu'à pas possible. Donc, Monsieur Orlovski, donc lui, il est décédé. Il était assez maladif comme ça. Il était maigre, il portait sur son visage. Voilà, et Madame Orlovski, donc elle a encore vécu pendant quelques temps. Alors, je te montrerai, j'ai un article là de journal où il est décédé. Quelques temps, on sait quand dans ma elle est chambre décédée. à l'hôpital, lorsque j'ai accouché de Germain. De Germain, oui. Donc en 1973, le 10 août. Donc elle a dû venir le 13 ou le 14 août me rendre visite. Et elle est morte dans ma chambre d'un malaise. Oui, là, il y a un Elle malaise. nous avait apporté une petite paire de chaussons tricotées par elle, jaunes. Et elle m'a dit, ah, je voulais venir plus tôt, mais j'étais très fatiguée, il faisait chaud, et j'ai pas pu venir, et donc j'ai décidé de venir aujourd'hui. Et là, d'un seul coup, elle s'est effondrée dans son fauteuil, et c'était fini. Tiens, Et quand je te donne le petit. et La dame donc, ne doit elle a... donc, ce jour-là, l'église était fermée, déjà c'était le mois d'août. Et du coup, lorsqu'elle est décédée, elle a tout de suite été soignée, mais on s'est rendu compte que le cœur ne repartait pas. Et donc, qu'elle était décédée. Et il fallait organiser ses funérailles. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone partout. Si elle était morte dans la rue, elle aurait certainement atterri dans une morgue avec une autopsie, etc. Alors que là, tout de suite, tu étais là, tu as pu prévenir l'évêque de Genève pour trouver un prêtre pour venir l'enterrer. Oui. Et dans ses papiers, dans son portefeuille, il y avait un petit papier qui indiquait que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait prévenir l'église Saint-Nicolas ou l'église de Genève, Monseigneur Anthony. Ouais. C'était prévu pour elle de... Voilà. Ah, ces gens qui vivaient que pour l'église. Oui. Ah, oui, absolument. Une petite pause.
Oui, on parlait donc de la famille Orlovski, bien sûr, qui était décédée. Et à sa suite, effectivement, c'est M. Stoll, le père, qui nous a... Bon, on était gamins, il fallait qu'il nous guide chaque fois pour sortir le cierge au bon moment, etc., etc. Donc là, j'ai dû rester à peu près, oui, 1 an ou 2 peut-être, et je suis passé à la chorale. Ouais. Voilà, à la chorale. Et tu te souviens des années? Je peux dire, puisque j'avais 10 ans, donc 47, en 57, donc effectivement, je devais être là où j'ai dû arrêter entre 57 et 60, où je suis passé au chœur. Voilà. Moi, je sais que Monseigneur Jean, donc Maximovich, Saint-Jean, vous avez fait une petite remontrance à mon frère à moi. Il dit Пацаны, надо послушать. Пацаны. Il faut servir. Il faut servir. Et on ne servait pas à l'époque. Oui. Ah ouais. On le servait bien plus tard. C'est Nikita d'ailleurs qui a commencé le premier. Ah ouais, je me souviens. Après son concours général, donc il était en première. Il est allé au Maroc, et là-bas il a vu que tous les jeunes, enfin de son âge, servaient, donc il est revenu ici, il dit il faut servir. Et c'est là qu'on a commencé, donc j'étais au début des années 60, et ça, moi j'ai servi, pas tout de suite avec lui, mais un peu plus tard, je me suis rattrapé depuis. Ouais, voilà, on peut parler... Mais peut-être que historiquement aussi, il faut quand même parler de... Donc Monseigneur Anthony, oui. Père Anthony est parti en 53 après avoir terminé son travail. Il a été nommé à Bruxelles, pas dans l'église mémoriale, mais dans l'autre église, parce qu'il y a 2 églises à Bruxelles, on a. Et le père Victor, qui vieillissait, avait pris l'habitude d'avoir un aide, un deuxième prêtre, et donc ce deuxième prêtre, ça a été le père Serge Kandratiev, qui ensuite est devenu moine sous le nom de Séraphin, qui est mort archimandrite de Séraphin, et qui est arrivé en 53 jusqu'à sa mort en 68. Et là encore, je me dis toujours, parce qu'il faut quand même que nous soyons fiers de nos fondateurs, donc le deuxième prêtre, deuxième recteur de cette paroisse, était également une personne remarquable. Père Victor, c'était un aumônier, un héros de la Première Guerre mondiale. Lui a été encore en Russie membre du concile pan-russe qui a rétabli le patriarcat en 1917. Et il était membre en tant que laïc, membre élu de sa province. Donc ça représente quand même quelque chose. Un laïc élu par une province, et il a siégé donc, et il a participé à l'élection du rétablissement du patriarcat, à l'élection du patriarche. Donc c'est vraiment, c'était un juriste de formation. Hein, voilà. Donc on a eu deux personnages vraiment aux origines de notre paroisse, qu'il ne faut pas oublier. Oui. Bon, disons pour la suite, déjà là on se souvient quand même beaucoup mieux. Hein. Voilà, bon, moi j'étais à la chorale. Effectivement, à l'époque, il y avait encore des anciens, des émigrés, ceux qui étaient arrivés donc, en France. Le père Serge, ça a été un prêtre qui faisait des enterrements sur enterrements, parce que c'est la période où toute la première émigration mourait les uns après les autres. Quand je regarde les registres, c'est impressionnant. Il parcourait les hôpitaux, il parcourait les maisons de retraite à Lyon, autour de Lyon. Il partait à Pont-Cherville. À l'époque, il y avait une paroisse qui dépendait qui était un peu une filiale de Saint-Nicolas, et donc qui desservait. Et il passait son temps à enterrer, bien sûr, parce que c'était une époque où effectivement les anciens, ils étaient déjà très âgés, et ils partaient. Je me souviens, souvent, il s'arrêtait chez nous, rue des Remparts-d'Ainay. Alors, toujours à l'improviste. Il arrivait le soir, donc il était arrivé par le train ou par un bus sur Perrache, après avoir fait le tour des maisons, des hôpitaux, des maisons de retraite. Il n'y avait pas de voiture avant. Et donc, il arrivait chez nous. Alors, maman, des fois, était surprise. Hein. Bon, on le recevait, bien sûr, on lui faisait à manger. Et il arrivait toujours fatigué. Il arrivait, il s'asseyait. Il était content d'être assis un petit peu, de recevoir un repas.
puis il rentrait chez lui, donc il prenait le bus, hein, la ligne 7. 7, Voilà, il arrivait à Charpennes. Voilà. Mais c'était un prêtre extrêmement dévoué, extrêmement dévoué. Nous, à l'époque, on habitait rue de la Viabert, donc tout près de l'église. Rue de la Viabert, c'était au 28, qui maintenant, je ne sais pas pourquoi, l'adresse a changé, c'est le 46, je crois, maintenant, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est en face de l'hôpital des Charmettes. Alors on le voyait qui passait, comme ça dans la rue, nous on était souvent sur le balcon, et donc, puis il montait, et quand il partait, c'était toujours on était au 2e étage, il descendait par l'escalier de l'immeuble, il disait « Bogom !» c'est-à-dire avec Dieu, que Dieu vous garde. Oui, c'est pareil chez nous. Voilà, c'est des souvenirs attendrissants, quoi, parce qu'on a connu tous ces gens-là, effectivement. Après le départ de Père Serge, Père Séraphim, voilà. Donc c'était une période un petit peu plus complexe, parce que on n'a pas eu ce temps d'un prêtre qui reste là pendant des années, comme ça a été. On était trop gâtés au début. Oui, c'est comme avec Vladé Cantone, on l'a eu pendant 37 ans, on voyait que ça durerait toujours. On avait toujours une visite de Vladé Cantone, bien sûr, qui venait de Genève, donc c'était quand même un voyage tout à fait supportable. Mais malgré tout, voilà, on a eu des prêtres de dépannage, de remplacement, qui venaient soit de Genève, soit qui venaient de Paris. Certains, comme Père Paul Tsetkov, qui nous a été assigné officiellement pendant un certain temps, mais ça tournait beaucoup, voilà, ça tournait pas mal de temps. C'est le Père Arsène qui a remplacé, donc le Père Arsène Serin, Igoumène Arsène, qui a remplacé le Père Séraphim. Oui, qui est resté jusqu'en 73. Oui, il est resté jusqu'en 73. Et je me souviens, il est allé, ensuite il était fatigué. Il est parti à la maison de retraite à Sainte-Geneviève, des Bois. Non, c'était pas Sainte-Geneviève. Donc, une autre, non, c'est pas Sainte-Geneviève, non. Et je me souviens, à l'époque, je faisais mon service militaire et je l'avais accompagné. Le lundi matin, on était partis ensemble en train jusqu'à Paris. Et donc, voilà. Et après, je me souviens, quand il est décédé, c'est le Père Benjamin de Paris qui avait fait les funérailles. Et bon, j'étais là aussi. Je me souviens pas parler. Ouais. Voilà, donc bon, l'église s'est un petit peu embellie aussi. Il y a eu des travaux, il y a eu un parquet, il y a eu un nouveau chauffage. Enfin, disons, ça c'est dans la logique des choses. Vous ne pouvez pas rester avec du matériel à l'ancienne. Il fallait faciliter aussi le travail. Voilà, on avait chargé une poêle à charbon, hein, donc il valait mieux que ce soit un chauffage au gaz. Il y a eu quelques travaux, il y a eu le plafond qui s'est écroulé, malheureusement, mais c'était encore du temps de Père Victor. Voilà, c'est un gros accident, mais qui s'est fait pendant la nuit, donc il n'y a pas eu autre que des dégâts matériels. C'était après Pâques, une période c'était après Pâques. Justement, ouais. Les gens disaient, si c'était arrivé pendant la nuit pascale, ça aurait été terrible. Ouais. Donc un plafond qui a été refait, bien sûr. L'église était entretenue régulièrement, voilà, selon les moyens et tout. Alors je ne sais pas à quel moment il faut arriver, donc on a eu toute cette période pendant 75, donc c'était les martyrs lyonnais qui ont été célébrés à l'amphithéâtre par l'église orthodoxe russe Saint-Nicolas, quand même, c'est pas rien. Ouais. Cet amphithéâtre qui avait été découvert, dégagé entièrement, là qu'on était sûr que c'est là le lieu du martyre des saints lyonnais, hein, entre autres de Sainte Blandine. Il n'y a jamais eu un seul office en mémoire de ces saints sur les lieux. Et là, c'est donc l'église russe Saint-Nicolas qui a... Voilà, C'était en 75. Oui, 75, voilà. Et c'était le père Alexandre Troubnikov, qui était un prêtre remarquable que nous avions, enfin pas à Paris, à Meudon, qui a fait toute sa carrière, si je puis dire, tout son temps à Meudon. C'était un personnage vraiment qui était né d'ailleurs à Tsarskoye Selo en 1908. Voilà, le père Alexandre, qui était en même temps un prêtre savant, donc qui
qui en plus avait une grande ouverture vis-à-vis des médias. Il était membre des informateurs religieux, donc il avait régulièrement des rencontres avec tous les grands chroniqueurs religieux du Monde, du Figaro, de la Croix. Et donc une fois par mois, il se réunissait. Il était vraiment l'informateur de l'orthodoxie à Paris. Et donc il s'était beaucoup intéressé. Il a écrit un ouvrage sur les martyrs de Lyon. C'est un beau petit livret et qui malheureusement je n'ai plus parce que je le prêtais à quelqu'un. Tu l'as encore, oui. Ouais. Et donc en 1975, il a décidé donc, de venir à Lyon faire une conférence. Et donc il a fait une conférence dans une grande salle dans le centre de Lyon. Et après, donc il est resté, c'était le samedi sans doute à 14h comme ça. Et ensuite, donc le dimanche, il y a eu la liturgie et Vladika Antoni est venu. Il y avait d'autres prêtres qui sont venus et on a eu cette autorisation absolument extraordinaire. C'est que, comme le dit Georges, nous avons été les premiers à célébrer, après des siècles, plus d'un millénaire, sur le lieu des martyrs de Lyon. Ce qui a d'ailleurs provoqué une grande colère du cardinal, qui s'est trouvé doublé par M. Amable Audin, qui était le conservateur de ces fouilles. Il a consacré sa vie, enfin une grande partie de sa vie, il disait, enfin j'ai travaillé pendant 25 ans à découvrir ces vestiges. Ça n'a jamais vraiment intéressé personne, et là je trouve des gens qui sont intéressés par les martyrs, et bien oui, je leur ai ouvert les portes, ils sont venus, et depuis d'ailleurs, comme je le dis souvent, quel que soit le responsable religieux qui passe par Lyon, il fait automatiquement un passage à l'amphithéâtre des Trois Gaules. C'était le Jean-Paul II, ça a été l'archevêque Ramsay des Anglicans, enfin à chaque fois c'est un passage obligé pour tous les religieux. Mais nous avons été... On a donné l'exemple. Voilà, tout à fait. On a ouvert le chemin. Voilà, donc... Ensuite, oui, on tombe dans une période plus récente, bien sûr, toujours avec des problèmes d'épannage de prêtres, Père Marc Loretan, voilà. Et là, donc, en 78... Père Irénée. Père Irénée, oui. Alors, à peu près au même moment, oui, c'était en 78, j'ai noté d'ailleurs, il y avait on a démoli l'ancienne maisonnette. Voilà, donc en fait, c'était une demande de la ville de Lyon qui voyant la Part-Dieu s'agrandir, hein, on a fait une gare à la Part-Dieu, on a démoli l'ancienne caserne. On a démoli beaucoup de petites maisons qui étaient là dans ces quartiers. Et ils ont construit des immeubles neufs. Et ça a influé jusqu'à notre église, où ils ont rectifié la petite rue de la Vierbère qui passe derrière, qui devait faire un petit angle ou quelque chose. Donc ils ont redressé et ils nous ont demandé si on ne voulait pas démolir le presbytère. Enfin, ce presbytère, c'est un grand mot, donc cette petite bicoque, pour construire en fait un véritable presbytère avec une salle, etc. Donc le conseil paroissial a donné son accord, donc cette maisonnette a été démolie, la rue a été rectifiée. Et tu te souviens, moi je ne me souviens pas de cette démolition, qui est-ce qui a fait la démolition? C'est la ville, c'est nous? Je ne sais pas trop. Donc il y a eu un permis qui a été déposé. Ouais. Alors je ne sais pas qui a déposé ce permis. Alors est-ce que c'est l'architecte? Parce qu'il y avait un architecte de la ville de Lyon qui a beaucoup œuvré. C'est lui qui a dû venir discuter avec le conseil paroissial pour dire, écoutez, on va démolir, on ne peut pas rester comme ça. Il avait bien raison. C'était, disons, à force, ça devenait un peu glauque, là, parce que faire vivre un prêtre dans un lieu pareil, c'était quand même pas très honorable. Et donc, il nous a convaincus, donc effectivement, moi je me suis jamais occupé de cette période-là, mais effectivement... Effectivement, il y avait un architecte de la ville de Lyon. Voilà, qui a dû certainement nous promettre de nous réserver un peu plus de terrain, donc comme on l'a actuellement, sur lequel on construirait. Alors il a peut-être fait les plans initiaux, je ne suis pas sûr, mais bon.
Je ne suis pas sûr, là, je ne peux pas dire. Bref, il a fallu se décider de mettre la main au portefeuille. Donc nos parents ont signé, disons, un document par lequel ils s'engageaient à verser tous les mois une certaine somme pour que la banque puisse nous donner un prêt que donc ces personnes-là s'engageaient à le rembourser. Donc ça s'est très bien passé d'ailleurs. Hein. C'était encore une fois, c'était une... Le prêt a été entièrement remboursé, donc voilà, cette maison, ce presbytère a été construit. Il était plus petit qu'actuellement, puisqu'il n'y avait pas d'étage. Enfin, l'étage était surélevé, il y avait un sous-sol, pas un sous-sol, un demi-sous-sol, donc avec une salle de réunion. Ça, c'était quelque chose de formidable pour notre paroisse. On ne pouvait jamais se réunir. Après la messe, les gens voulaient se réunir, boire un café, simplement discuter, ou pour les fêtes, faire un repas. Ça se passait toujours à l'arrière-salle d'un café voisin. Bon, on ne pouvait pas faire de vrai catéchisme. C'était chez la blonde. Et voilà comment on l'appelle. Donc les réunions se passaient comme ça, dans le café voisin. Et donc cette salle a été vraiment une certaine renaissance dans la paroisse, parce que d'un seul coup, ça nous a ouvert des horizons. On a pu vraiment faire du catéchisme, on a pu faire les repas de fête et tout. Il y avait un appartement pour le prêtre qui était tout à fait décent, hein, avec cuisine, salle de bain, 3 pièces, un séjour de chambres. Hein, voilà. Et un peu plus tard, suite à des infiltrations d'eau, parce que la terrasse était simplement une terrasse horizontale avec une étanchéité, on s'est dit, au lieu de mettre une étanchéité, on va mettre un toit, simplement en tuile, qui durera bien plus longtemps. Changer une tuile, s'il le faut, c'est rien. Et à ce moment-là, un prêtre qui était au Luxembourg, Père Serge Pou, nous a proposé, car il avait les moyens, de participer aux frais de cette surélévation. Il a dit, au lieu de faire le toit au ras de la dalle, faites-le plus haut, avec une hauteur d'homme, qu'on puisse rentrer, et ça vous fera un local. Effectivement, c'est une bonne idée. Parce que c'était aussi justement, excuse-moi de t'interrompre, c'était cette période où on avait des prêtres qui venaient, et le Père Serge, une fois, est venu à Lyon, il a desservi notre paroisse, et sans doute qu'on avait dû en parler, c'est là qu'il a dit, mais pourquoi il faut absolument surélever, vous avez la possibilité. Voilà. Et je me souviens, c'était 100 000 francs, je crois. Je dois avoir les chiffres à la maison, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'était... Voilà, ça a été un petit peu tatillon pour obtenir le permis de rehausser, parce que la ville de Lyon s'est avisée que nous étions dans le secteur, dans le périmètre de la gare des Brotteaux qui a été classée au monument historique, et que donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Voilà. Et on a dû faire au moins 2, si ce n'est 3 permis, demandes de permis pour enfin que l'architecte des bâtiments de France accepte. Il y avait un problème de pente de toiture, des choses comme ça. Voilà. D'ailleurs, ils nous ont contraints à faire les bords où on pourrait avoir des mètres carrés supplémentaires s'ils nous avaient toléré 50 cm de plus. Voilà. On était très contents d'avoir à cette époque Jacques Goudet, qui est allé un petit peu taper du poing sur la table chez les architectes des bâtiments de France. On dit, bon, alors, maintenant, dites-nous ce que vous voulez, parce qu'ils ont refusé 2 ou 3 fois le permis. Alors, dites-nous ce que vous voulez. Il s'est assis, comme ça, en face de l'architecte, et puis il a dit, vous allez m'expliquer ce que vous voulez. On ne va pas dire ce que vous voulez pas, mais ce que vous voulez. Voilà, donc ils ont dit, c'est facile, je vais faire ça. Très bien, et on va le faire. Voilà. Terrible. Voilà, après je regarde un petit peu mes notes là, sur les dates un petit peu, voilà, donc c'était en 80, on arrive déjà... 78, hein, c'était en la pause de la première, du premier... Ouais, 78, c'est le début des travaux, voilà, les fondations de la maison, Père Paul et le fin des travaux, c'est en 79, donc ça a duré 1 an, voilà. Le prêt était sur 10 ans, je crois. Voilà, on a eu... Père Irénée n'a pas dû dormir dedans. Il a dormi dedans, oui. C'est lui qui l'a inauguré. Ah oui, 82, oui, effectivement. Avec sa tante. Avec sa tante. Ah oui, d'accord. Ils étaient venus du Canada. Et après, donc 82, encore une période d'épanage. Le père
Paul, Oui. le père Michel de Ketsebajac, quant à Pierre, Cousin, père Ossios, Ossios. Radou, Paul Poirier. Donc c'est vrai que tous les dimanches, on avait souvent un prêtre différent ou pour une petite période. Oui. Voilà, donc, Après, ça s'est stabilisé à nouveau avec donc Père Léonide. le père Léonide Nikolski, qui a été Oui. aussi, qui a eu des problèmes de santé, mais enfin qui qui est resté de 83-85. Oui, oui. 2 ans. Et puis là, on a eu à nouveau un redémarrage, puisqu'on a réussi à récupérer le père Igor de Cannes, qui lui voulait aller partir en retraite, si je puis dire, auprès du monastère à l'Esna. Et vraiment, on l'a intercepté en vol, et il s'est posé à Lyon pendant, donc jusqu'en 94 où il est parti, donc pendant 9 ans. Enfin, voilà. Donc ça a été à nouveau. Il est parti parce qu'il était évêque. Oui, il est parti parce qu'il était évêque, oui. Ça a été un grand coup de, grand coup de fouet pour la paroisse. Oui. Parce que c'était Alors, Père Igor, donc plus tard Monseigneur Séraphim, bon, c'était un homme actif. Pareil, on a eu beaucoup de chance. C'était un homme qui décidait de beaucoup de choses, qui entreprenait beaucoup de choses, et il savait tout faire aussi. Et il s'occupait de la jeunesse beaucoup aussi. Donc ça, c'était formidable parce que les jeunes l'aimaient beaucoup. Hein, il organisait des petites fêtes, il organisait du catéchisme, il organisait plein de choses. il barbecue dans le jardin. Oui, oui. Et puis les offices étaient parfaits. Ah, oui. Il tenait des registres où il marquait comment il fallait faire, quand on devait faire le chemin de croix, comment il fallait se mettre, qui se mettait devant, qui se mettait derrière. Et il surveillait tout. Donc il faisait des petites notes partout qui étaient collées. Des papiers de récupération, des feuilles d'ordinateur. Voilà. Mais bon, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, effectivement, à qui on pouvait discuter vraiment ouvertement, sans a priori. Voilà, des fois c'est difficile d'aborder le prêtre, ou, voilà, où il est très âgé. Et c'est vraiment, là aussi c'est déjà un moment, parce que c'était le dernier prêtre, si on peut dire, de l'ancien temps Oui, qu'on ait eu. Hein. Il avait été Bien qu'il élève. soit né dans les années 20, 25 ou 27, je ne sais plus, donc déjà après la Révolution, mais enfin c'était un homme Il avait été encore du éduqué 19e dans un- siècle. Oui. C'était- oui. Il avait été éduqué dans un collège russe. Ah, oui, bah, il a été comment ça s'appelle, au lycée russe, à Kadietsky Kurs, le corps des cadets. Ouais. Ça aussi c'est toute une histoire, mais enfin c'était pas à Lyon, c'était à Paris, il y avait un corps des cadets russes, donc les militaires qui avaient une préparation à la fois militaire et scolaire, et qui étaient reconnus, les diplômes, les examens étaient reconnus. Voilà, c'est vraiment c'est la fin d'une époque. Ouais. Avec Périgord. Alors, en plus, En russe, tout en russe. autre fin d'époque, c'est que notre cher archevêque, Monseigneur Anthony, donc le 2 octobre 1993, Oui, 13, oui, est décédé. au mois de septembre. Oui. Donc, 2 octobre, le 13 octobre. Oui. 2 octobre 93 est décédé, et donc là, on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau, parce que, comme pour nos 2 premiers prêtres, Père Victor, Père Serge Séraphim, on a l'impression que c'était là ad vitam aeternam. Rodrigue Antoine, il est resté 37 ans, et la question s'est posée, et maintenant Et donc, il a eu le courage, étant donc un cancer très douloureux, enfin il a beaucoup souffert, à assurer en quelque sorte sa continuité, consacrant 2 évêques, le deuxième la semaine où il est mort. On l'avait amené dans un fauteuil à l'église, dans sa cathédrale, parce qu'il ne pouvait plus marcher. Il a quand même posé la main sur le père Pierre Cantacuzène, devenu Monseigneur Ambroise, et la semaine avant, c'était la consécration du père Igor, devenu Monseigneur Séraphine. Voilà. Donc Séraphine, Ambroise, et 5 jours plus tard, il meurt. Il est allé 3 fois Ouais. à Genève, 3 semaines de suite. Avec le plaisir, évidemment. Et donc d'y voir. curieusement, l'église Saint-Nicolas est devenue la cathédrale Saint-Nicolas, puisque Pendant quelques mois. notre évêque diocésain, c'était bien sûr Monseigneur Séraphim. Donc, jusqu'en février 94, je crois. oui. Il est parti, je crois, définitivement en février 94, donc pendant plusieurs mois, donc effectivement 6 mois, en gros.
14, Oui, oui. Et ensuite... 25 février, voilà. Là, on a eu beaucoup, on a été beaucoup dépanné par le père Michel de Castelbajac, qui était d'un grand dévouement, il faut dire, qui venait. Je dois dire que notre starosta aussi a été d'un grand dévouement, puisque chaque fois que nous le recevions, il mangeait chez nous, il dormait chez nous. Il dormait chez nous. Oui, parce que l'appartement, on avait besoin de faire des réparations Oui, voilà, en fait. et pour accueillir le futur prêtre qui a été le père Oui, Quentin l'appartement de était vide. Castelbajac. L'appartement était vide à ce moment-là. Mais voilà, effectivement. comme les travaux avaient commencé, Et c'était puis plus ça avait simple traîné, qu'il tout dorme ça. chez Oui, nous. oui, ça avait On a traîné. eu un problème avec, je sais pas, une entreprise. On s'est bagarré. Enfin bon. Ouais. Mais l'appartement fut prêt pour l'arrivée donc d'un nouveau juste, prêtre. ouais. Donc C'était le fils de Père Michel, Père Quentin. voilà. Puis c'était pour la Pentecôte. En juin, oui, en juin 94, il est arrivé. On était très heureux de le recevoir Ah oui. avec sa matouchka. Les enfants, les petits enfants. oui. Les enfants. Qui s'est installé donc dans cet appartement tout neuf, Oui, Voilà, tout qui vient à de fait, se rénover. oui. tout rénové. Voilà, et donc la vie de l'Église a repris tout à fait son rythme normal pendant un certain temps, Ouais. effectivement. Ouais, une vie qui était vraiment bien. Notamment, il faut le noter, l'édition de la Voix orthodoxe, qui était véritablement, c'était une revue qui s'était vraiment positionnée au plan religieux et national. Enfin, la Voix orthodoxe, En français. 30 numéros qui sont sortis, 29 je crois très exactement, trimestriel, 60 pages, tous. Donc c'était un travail très régulier et qui était très utile. Il faut dire que c'était notre premier prêtre vraiment français, Ouais. et ne parlant que le français. Il parle russe. Oh, Non, oui. je ne parlais pas, mais sa Matouchka le parle. Oui. C'est ça. Ah, si, il pouvait parler, D'accord. il pouvait parler russe. Hein, oui. En tous les cas, il Il ne parlait comprenait. pas avec nous, parce qu'il Oui, oui. n'y avait pas de raison qu'il nous parle en russe, mais avec les Russes, il parlait russe. Hein. Allez, oui, oui. Si. Moi, je ne suis jamais rendu compte. Ouais. Bien sûr, oui. Mais on recevait Mais sa confessions, Matouchka, c'était- elle parlait russe. Également, à cette époque-là, j'ai rendu mon tablier de chef de chœur, parce que c'est pas du tout mon rôle. Bon, c'était un dépannage, je le faisais pas par habitude de chanteur, voilà, pour donner le ton, mais des choses simples, c'était très compliqué pour moi, je reconnais. Et donc c'est Matouchka de Père Quentin qui elle connaissait bien tout leur dos, et puis voilà, elle dirigeait pas mal. Donc effectivement, ça m'a bien soulagé quand elle est arrivée. Voilà. Mais après, on rentre dans une autre époque. Hein. Voilà. Et oui, voilà. Et donc ça a duré, cette belle vie a duré jusqu'en 2002. Et là, bon, il y a eu les dissensions que nous avons connues à l'époque. Malheureusement, donc, Père Quentin a choisi une autre voie, il nous a quittés. Nous sommes restés fidèles à toutes ces décennies dont on vient de parler. Et là, à nouveau, il y a eu une période un petit peu difficile. On a beaucoup apprécié la venue du Père Radou, Apostolescu de Paris, qui venait aussi chaque semaine. Père Paul aussi était venu à cette époque, un peu, mais enfin, Paul Poirier. Mais très rapidement, la situation s'est rétablie, puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir le Père Christo, qui est toujours donc notre recteur aujourd'hui, et qui était l'aumônier du monastère de Lesna. Et donc il est venu de Lesna, il s'est installé, donc c'était en décembre 2002. Avec sa matouchka. Avec sa matouchka, oui, en décembre 2002, et leur fils, oui, et voilà. Maintenant c'est déjà de l'actualité, c'est plus de l'histoire. Voilà. C'est vrai que quand on relit toute l'histoire de notre Église, que ce soit depuis le Père André jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a eu quand même assez souvent des décisions lourdes à prendre, hein, de passage d'une juridiction à l'autre, soit ça, on était tombé dans l'escarcelle de Moscou sans trop le savoir, en fait, voilà. Donc les paroissiens ont remis tout de suite le holà, mais c'est vrai que c'est des événements qui se sont quand même, je ne dis pas succédé souvent, mais quand même, on a souvent eu besoin de réaffirmer notre position au cours des... Il y en a une qui a fait moins de bruit, on avait cité tout à l'heure le Père Marc Loretan,
qui est parti en... Ah oui, mais il y a aussi une chose importante à dire. En 78, il est parti, et il essayait, savait pas transpirer, si je puis dire, mais il voulait faire passer notre Église sous la juridiction d'un rue d'Aru. Il a fallu vraiment mettre un holà, et alors là, historiquement, une chose qu'on a oubliée, qui était quand même très importante, c'est qu'en 78, nous avons accueilli le conseil diocésain, c'est-à-dire le synode diocésain, c'est-à-dire tout le diocèse se réunit tous les trois ans, se réunissait tous les 3 ans, tous les prêtres de tout le diocèse, ça fait une trentaine de prêtres, voire plus, des délégués laïcs, autour de l'évêque, et on discute on fait le point, donc tous les 3 ans. Et en 78, c'était à Lyon. C'était à Lyon, donc les réunions se faisaient à la maison Saint-Joseph, la Sainte-Foy, et évidemment les offices à l'église. Et c'est d'ailleurs, malheureusement là, l'espèce de petit putsch, le poupouch que Père Marc Loritan voulait faire et qui a vraiment fait long feu. Et il est parti pendant, alors qu'il était celui qui accueillait en principe le diocèse, il est parti pendant à cette occasion-là. Il a de nouveau laissé tomber. Et là, on a eu ensuite le père Irénée, qui est resté 4 ans. Non, mais il faut reconnaître que nous, Lyonnais, on a toujours voulu réaffirmer notre volonté de suivre un certain chemin, et que quand il a fallu effectivement taper du poing un peu... et on espère que ceux qui viendront après seront fidèles à cette ligne. Le père Loritan, le père Marc Loritan était français. Totalement. Français ou suisse, je ne sais pas. Ouais. Ah, peut-être suisse, Peut-être oui. suisse, Enfin, oui. pas du tout d'origine slave. Non, Non. pas du tout. Il était... oui. Enfin, bon. Il a fait son temps. Il a fait 2 ans. Il a fait 2 ans chez nous. Ils n'ont pas vraiment marqué, mais enfin, on était content d'avoir un prêtre de demeure, en tous les cas. Et donc le père Irénée était aussi très apprécié par les jeunes, enfin notamment des enfants, et les nôtres, et puis ceux de Diochon, les enfants de Diochon aussi. Oui. Voilà, qui le réunissait, il était très, très gentil, et puis après il est parti au Canada, voilà. Ce que j'aurais voulu dire simplement, c'est que effectivement, c'est une église russe. Dans les premières années, même encore quand j'étais gamin, on parlait tous russe. On parlait russe à la maison, on parlait russe à l'église. Voilà. Mais il faut bien reconnaître que tout doucement, le français arrivait, c'est normal, il y a eu des mariages mixtes. Les enfants n'ont peut-être pas voulu apprendre le russe, parler le russe. Ils parlaient mieux le français, ce qui est normal. Hein. Même moi, personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise en français peut-être qu'en russe pour avoir certains discours. Mais même je prends l'exemple de mes propres enfants qui ne parlent plus le russe parce que nous sommes un couple, donc ma femme d'origine espagnole, moi d'origine russe, parlons le français, donc tous mes enfants parlent français. Mais je veux dire que plus que la langue ou les origines nationales, c'est l'orthodoxie qui a gagné. Parce que tous ces enfants-là parlent en français, ils sont tous orthodoxes, les parents les ont fait baptiser. Nous on a fait baptiser, bien sûr avec l'accord de mon épouse qui est catholique, mais on a fait baptiser nos 3 enfants orthodoxes. Mes propres enfants qui ont pris un certain recul, qui se sont mariés avec des Français, ils se sont mariés à l'église russe, ils ont baptisé leurs enfants à l'église orthodoxe. Donc je veux dire que le côté de la foi orthodoxe est resté bien plus longtemps que la langue proprement parlée, ou que le souvenir de ses origines. Je ne sais pas ce que mes enfants pensent de leurs origines russes, mais voilà. Oui. Nous, quand même, ils sont restés beaucoup plus russes, même si mon épouse également est française, même si on l'oublie parfois, elle est française. Et oui, ils sont quand même restés assez bien, très ancrés. Et oui, on a eu cette chance, c'est que bon. Et puis il y a une période aussi, moi personnellement, je disais, bon, je suis russe, je suis orthodoxe, mais on me disait, il faut apprendre le russe à l'école, en plus, et tout. Je dis, mais à quoi ça va servir? Les descendants des Russes, en France, il n'y en avait pas. C'était que des gens parlant français. Ceux qui faisaient du russe
il devenait professeur. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on apprend le russe pour l'apprendre à d'autres un petit peu. Et je ne voyais pas le débouché. Il y avait rarement des Russes qui venaient de l'Union soviétique. À l'époque, pas du tout. Pas du tout, pratiquement. Hein. J'ai un exemple, ma sœur qui connaissait un professeur de russe d'ailleurs, sur Villefranche. Ils recevaient parfois, c'était des groupes, ils arrivaient à 3, jamais tout seuls. Voilà. Et donc il fallait un traducteur, et donc ils étaient toujours ensemble, ils se surveillaient mutuellement. Donc c'est pas des gens qui pouvaient, disons, renouveler un petit peu le sang russe à Lyon. Mais par contre, dans cet esprit, effectivement, dans la période soviétique, bon, voilà. Ça n'a aucun... Mais maintenant, depuis que l'Union soviétique n'existe plus, que malgré tout les frontières se sont ouvertes, on a vu venir beaucoup de Russes qui cherchaient plus un boulot ou de l'argent que l'Église, mais il y a eu quand même... certains sont restés. Il y a des gens qui sont arrêtés. Certains même ont découvert ici la foi orthodoxe et ensuite ont développé en eux ce besoin de vivre dans la foi. J'ai cet exemple précis, je ne sais pas si tu t'en souviens, comment il s'appelait Gennady ? Non, Gennady, c'est... Enfin, Je fais une petite coupure pendant que tu réfléchis, parce que je voudrais être sûr de tout avoir. C'est lui qui... Oui, simplement pour rebondir sur ce que disait Georges, on a maintenant certaines personnes qui véritablement sont greffées à notre Église, qui comprennent le but et le sens de notre existence. L'Église qui a totalement changé, ce ne sont plus des vieux Russes, il y a des Serbes, des Bulgares, des Roumains, des Moldaves, enfin même des peuplades qui n'ont jamais existé, mais enfin, qui se présentent telles quelles. Mais enfin, donc et puis des Français, beaucoup de convertis français, et de plus en plus, je suis très surpris dans le nombre de personnes qui me disent qu'ils sont dans une période de catéchuménat. Mais dans cette période plus ancienne, encore du temps de la période soviétique, alors son nom m'échappe, mais peu importe, un garçon qui veut rester pendant 2 ou 3 ans chez nous à l'époque du Périgord, qui était un ancien officier soviétique, qui était en mission en Algérie, puis ensuite donc, il a réussi à en partir, et qui est devenu, qui s'est ancré profondément, qui jusqu'à maintenant reste profondément attaché à l'Église russe en frontière, il est à Dreux maintenant. Il dit, c'est chez vous que je suis devenu russe. Un ancien officier, et c'est chez vous que je suis devenu russe. Parce qu'il faut bien comprendre que russe et soviétique, ça n'était vraiment pas la même chose. Mais il a dit lui-même, et ça je ne l'oublierai jamais, c'est chez vous, c'est ici que je suis devenu russe. Alors maintenant, nous sommes effectivement une église russe, en frontière, certes, mais qui a une base qui est complètement... qui regroupe toutes les nationalités, et qui est essentiellement une église orthodoxe. Oui, voilà. Ce que je disais, le côté un peu national, ou de la langue russe, c'est vrai qu'elle a tendance à disparaître d'une certaine manière, mais l'orthodoxie est restée à travers le temps, et encore être très vivant. Voilà. Alors, nous, on espère qu'une chose, c'est que l'Église continuera à vivre, peut-être pas de la manière qu'on voudrait, je ne sais pas, c'est le temps qui nous le dira, mais je pense qu'il y a de belles bases dans cette paroisse qui est reconnue, qui est vraiment reconnue dans le monde entier. Voilà. Écoutez, c'était parfait. On verra. Voilà.